On va y aller tout de suite avec l'affaire Puff Daddy. Ah, l'affaire Puff Daddy. Vous avez suivi ce truc-là? Alors, peut-on parler d'une nouvelle affaire Epstein? Voilà. Alors, tout de suite, en guise de préambule, les amis, si je me permets cette comparaison hautement complotiste. Parce que là, déjà, bon, l'affaire Epstein, on a dit ça n'existe pas. On t'a dit, il s'est suicidé dans une cellule anti-suicide. Donc, voilà, donc de toute façon, la question se pose pas. Mais si je me permets ce parallèle, ça n'est pas parce que j'ai le courage de dire des trucs que les autres médias ne disent pas. Hein, Christine Kelly. Non, c'est parce que cette comparaison est tentée en premier lieu, non pas par moi, mais par le journal Le Monde, et mieux que ça, par les décodeurs. Les décodeurs du monde, donc l'instance de fact-checking du monde, les amis. Donc voilà, tu vois, ils le disent. Hein. L'arrestation de Sean Combs, dit Didi ou Puff Daddy, et les révélations qui s'accumulent ébranlent autant le show business américain que la classe politique. Son cas est comparé à celui du milliardaire Jeffrey Epstein. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets la comparaison. Elle a été faite, bien sûr, par les décodeurs du monde. Donc, si vous voulez, en termes de rapport à la vérité, vous avez Dieu, Mbappé et les décodeurs du monde. Donc c'est vraiment, là on est sur quelque chose de sérieux. Alors, quelques petites blagues pour détendre l'atmosphère en amont les copains, parce que vous l'aurez compris, le sujet du jour, c'est pas le Club Med. C'est pas le Club Med, c'est pas Pierre et Vacances, c'est pas les villages Marmara Vacances. Là c'est chaud, là c'est extrêmement tendu et voilà, je détends un petit peu le truc maintenant, après ça va être chaud sur cette affaire qui peut tout à fait, et sans volonté de teasing ou de faire du mauvais suspense, une affaire qui peut tout à fait être comparée à l'affaire Epstein. Et donc, je voulais avec vous, les amis, remonter tout ça, remonter de manière assez cadrée tout ce qu'il s'est passé, tout ce qui est reproché par voie de justice à ce Didi. On va apprendre son dernier surnom en date parce qu'il s'est appelé plein de trucs différents. On va l'appeler Didi. Voilà. On va l'appeler Didi. Euh, les amis. Parce qu'en fait, il y a plein d'éléments qui sortent sur les réseaux sociaux, dans les médias. Je trouvais, en tout cas à titre personnel, que c'était compliqué d'y voir clair dans tout ça. Et donc, l'enquêtrice Marie de l'équipe Juste Milieu, que je salue et que je remercie, nous a construit un script impeccable avec toutes les infos. On va tout retracer et à la fin, on prendra le temps de la conclusion parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire et on verra à ce moment-là en quoi cette affaire est pour moi dans la dynamique, dans une dynamique identique à celle de l'affaire Epstein, avec tous les mauvais côtés médiatiques notamment que l'on peut imaginer. Donc, les amis, alors cet article du Monde, je faisais la blague, mais il est très intéressant parce que vous avez toute la chronologie. Donc cet article est au centre de ce que je vais vous dire. Il y a plusieurs sources que je vais vous montrer à chaque fois. Tout est travaillé avec ce qui a été dit dans les médias. Donc ne comptez pas sur moi pour relayer des vidéos qui sortent sur les réseaux sociaux, mais dont on ne peut pas attester de la véracité, de la date, de choses comme ça. Donc je résume tout à la lumière de ce qui est dans les médias français, américains, et d'infos qui sont sourcées, qui sont sérieuses. On gagne moins de pognon, mais on est quand même pas loin de Conspiracy Watch ici en termes de méthode. Donc, déjà, les amis, tout commence pour refaire dans la chronologie sur les accusations antérieures à ce qui s'est passé récemment et qui a clairement accéléré l'affaire. Tout commence en novembre 2023 avec la plainte d'une chanteuse prénommée Cassie. Chanteuse Cassie, je vais vous montrer photo pour situer un petit peu les bonhommes, les personnes en présence. Chanteuse Cassie, c'est elle. Voilà. Elle est là sur la photo. Et là, c'est Daddy. Voilà. Puff Daddy. Didi. Putain, on va dire Puff Daddy. On va dire Puff Daddy parce que moi, je suis vieux. Moi, j'ai plus de 75 ans. Et je connaissais sous le nom de Puff Daddy. On va dire Puff Daddy. La chanteuse Cassie, donc de son vrai nom Cassandra Ventura, qui a été en couple avec Puff Daddy entre 2007 et 2018, porte plainte, donc en novembre 2023, contre lui pour viol et violence physique. Elle dénonce dans ses accusations avoir été souvent frappée à coups de poing, de pied, tapée, piétinée. Elle déclare également avoir été forcée à avoir des relations sexuelles filmées avec des prostituées masculins, forcée à boire et se droguer, violée en 2018, l'année de leur séparation. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, les amis, c'est pas fun ce qui va suivre. Voilà. S'il y a des enfants qui écoutent, surtout foutez-les devant Gulli. Là, ça dégage. Là, c'est pas fun, on est sur des choses graves. C'est pour ça que la comparaison avec l'affaire Epstein se tient parce qu'on est sur des choses graves. Je dirais même que dans une certaine dynamique, on n'est pas loin de l'affaire Weinstein. J'y reviendrai à la fin de la vidéo. Donc, dans les déclarations de cette chanteuse, donc de Cassandra Ventura, en novembre 2023,
il y a déjà des premières révélations, et ça commence vraiment là, hein, les principales révélations, de soirées dites Freaks Off. Freaks Off, soirée organisée par Puff Daddy, clairement présentée dans les médias, hein, je vous parle d'article du Monde, a présenté ça comme des soirées orgiaques. Voilà, hein, c'est la version sympatoche. C'est la version sympatoche de la manière avec laquelle on peut désigner ces soirées, hein, ouais, le Monde nous dit ça, hein. L'existence des freak off, des soirées sexuelles orgiaques de plusieurs heures, voire jours. Et les deux parties, hein, donc suite à la plainte de Cassandra Ventura, les deux parties vont trouver un arrangement financier le 17 novembre. Donc, si on continue sur toujours cette affaire Cassie, donc Cassandra Ventura, il y a une vidéo, hein, qui va être publiée en mai 2024 qui a contribué à définitivement mettre le feu aux poudres, où on voit le chanteur traîner son ex-femme par les cheveux, hein, la traîner à même le sol. Et à la suite de ça, ce qui a contribué à éteindre les poursuites après un arrangement financier, Puff Daddy a déclaré dans un communiqué: Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable, j'assume l'entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. Alors, sur la suite des actes, on va voir. On va voir si s'il assume tout. Je vais un petit peu vite sur la chronologie, mais pour que vous compreniez l'ampleur, hein, de tout ça. 2 plaintes ont été déposées ensuite à la suite du témoignage de Cassie en novembre 2023. Une certaine Lisa Gardner qui accuse Puff Daddy de l'avoir violée quand elle avait 16 ans dans les années 90. Une autre plainte de Joy Dickerson-Neal qui déclare avoir été droguée à son insu, agressée sexuellement et filmée. Et le motif des plaintes, hein, est pour agression, trafic d'êtres humains et chantage à la diffusion de vidéos sexuelles. On continue en décembre 2023. Plainte anonyme pour viol en bande. Une victime de 17 ans au moment des faits qui dit avoir été kidnappée en 2023 par Puff Daddy et 2 acolytes. Et la victime déclare qu'elle a été véhiculée dans un coffre avec de la drogue et de l'alcool avant d'abuser d'elle dans le studio d'enregistrement du rappeur. En février 2024, on a une action en justice du producteur Lil Rod qui, lui, reproche à Puff Daddy des faits de harcèlement sexuel et agression sexuelle. Il affirme également détenir des centaines d'heures d'enregistrement de soirées mêlant drogue, travailleurs du sexe mineurs et soumission chimique. Ceux qui ont bien suivi l'affaire Epstein, normalement, auront tiqué avec cette histoire de centaines d'heures d'enregistrement de soirée. On y reviendra. Il y a des nouveaux noms qui sortent, avec notamment le directeur d'Universal, un certain Lucian Grange, et Ethiopia Abtemariam, directrice de la Motown. Donc, on comprend, là encore, ce qui rappelle d'autres affaires, des ramifications. C'est-à-dire des gens qui étaient au courant, qui participaient, qui ont couvert tout ce qu'on peut imaginer. Mars 2024, on a une perquisition, la fameuse perquisition dans les maisons de Los Angeles et Miami du rappeur, avec des soupçons de trafic sexuel. Ça a été couvert notamment par Le Point. Des dizaines d'agents fédéraux, certains armés, ont débarqué dans la résidence de Los Angeles de Sean Combs, accusé de viol par plusieurs femmes. C'était le 26 mars 2024. Fameuse perquisition, regardez, vous avez une Combs, vidéo. the rapper and music executive, perhaps being linked to a sex trafficking investigation. He got some shots of a few people coming out of the home. Those people have been detained. Now we're trying to still connect the dots. We do have some sources on scene here that we're getting this information from. We were actually the first ones here with about 30 different law enforcement vehicles at least. There are 3 Bearcats on scene here. This just all unfolded, Sandra, I would say, less than 10 minutes ago. We got here. Voilà, donc une perquisition quand même musclée. On est sur une intervention musclée des forces de l'ordre américaines. On retrouve alors des choses complètement abracadabrantesques, hein. Il y a cette histoire de plusieurs centaines de bouteilles d'huile pour bébé, par exemple, hein. Apparemment, l'un des avocats de Puff Daddy aurait déclaré qu'il aimait acheter en gros. Ça, j'aimerais que ce soit une blague, hein. On a vu passer ça sur les réseaux sociaux. J'essaie de voir si je peux vous le retrouver. Bon, sinon, c'est pas très très grave. Mais des choses complètement dingues. On continue avec, en mai 2024, des accusations de la mannequin Crystal McKinney contre Puff Daddy. Elle accuse le producteur de l'avoir invité dans son studio, de l'avoir poussé à consommer de l'alcool et de la marijuana jusqu'à ce qu'elle ne soit plus lucide et forcée à lui prodiguer une fellation. Elle dit avoir subi des pressions pour ne pas porter plainte. On continue en juin 2024 avec la plainte de Derek Lee Cardello Smith, qui est détenu de 50 ans, qui accuse Puff Daddy de l'avoir agressé sexuellement en 97 après l'avoir drogué. Et pour cette affaire-là, Puff Daddy sera condamné d'ailleurs à 100 millions de dollars
sur ces accusations, hein, à un homme d'ailleurs pour agression sexuelle. Donc ça fait partie, hein, toutes ces affaires qui se sont accumulées, si vous voulez, les amis, par rapport à ça. Et enfin, le 10 septembre 2024, donc là on se rapproche, plainte de Dawn Richards, ancienne chanteuse, pour agression sexuelle, violence et maltraitance. Elle dit avoir été privée de sommeil et de nourriture lorsqu'elle participait à Making the Band, une émission musicale de télé-réalité sur MTV pilotée par Puff Daddy, et avoir été victime d'attouchements de sa part. Et elle dit également avoir été témoin de violences conjugales. Donc, en tout, on a 9 plaintes. On a 9 plaintes qui ont été déposées contre Puff Daddy, 9 plaintes depuis novembre 2023, avec clairement une libération de la parole. On y reviendra encore là-dessus, qui nous rappelle, ce qui nous rappelle évidemment d'autres affaires, hein. Je note à la conclusion pour rien oublier par rapport à tout ça. Et voilà, comme ça, on reviendra sur tous ces éléments à la fin de la vidéo. Donc, aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on en est où? On a eu toutes ces plaintes. On a envie de se dire, parce que nous, on n'est pas complotistes, on est des gens sérieux. Tu te dis, bon, bêtement, tu as envie de dire, ah ouais, il y a une coïncidence. Tu as envie de dire comme par hasard. Mais ça, c'est une phrase de complotiste. Ça, c'est pas possible. Donc, nous, on dit, ah, 9 plaintes. Bon, ah, c'est pas 14, c'est pas 1000, d'une certaine manière. Donc 9, peut-être il n'y a pas de lien, en fait. Peut-être c'est le hasard, tu vois. Donc, il faut être dubitationniste. Vous connaissez la ligne de la maison. On est dans une logique de admettons, tu vois, bon, pourquoi pas. Le problème, c'est que ça se corse. Et notamment le 16 septembre 2024, Puff Daddy a été officiellement inculpé pour trafic sexuel et extorsion. J'y reviens, enfin, je le rappelle parce que je suppose que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, mais on parle d'un rappeur extrêmement connu aux États-Unis, grand mania du rap, producteur, homme d'affaires, qui a une marque de vodka, d'ailleurs exploitée en France. Enfin, la vodka est produite en France, qui a des trucs à droite, à gauche, qui a sa propre chaîne de TV qui s'appelle, je sais plus, non, c'est pas Réel TV, ça c'est Kretinsky. Je sais plus, bon, on s'en fout. Mais voilà, on parle d'une grande personnalité, hein, si vous voulez, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Puff Daddy a été donc, le 16 septembre 2024, placé en détention provisoire. Il y a eu un refus de la part de la justice américaine de libération sous caution. Et il lui est clairement reproché tout. En fait, à peu près tout, hein. Il aurait abusé, menacé, contraint des femmes et d'autres autour de lui à satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et cacher ses actes pendant des décennies. Donc, vous avez compris l'idée, si vous voulez, d'un véritable système fait de fait, d'abus, de couverture, de réseau, enfin, on va pas faire de dessin, vous avez compris l'idée. Au 1er octobre 2024, pour vous rendre compte de l'ampleur du truc, au 1er octobre 2024, on a 120 plaintes qui ont été déposées, dont 25 qui étaient 25 personnes qui étaient mineures au moment des faits. Je ne sais pas si on se rend compte de l'histoire. Un article de BFM TV nous dit ceci. Je vous le montre, les amis. Comme ça, vous voyez un peu toutes les sources qui ont été utilisées pour cette vidéo. Un résumé de l'affaire, pour vous dire. Après l'arrestation du rappeur, un cabinet d'avocats a mis en place une ligne d'écoute téléphonique. Plus de 3285 personnes ont appelé en se disant victimes ou témoins d'une agression de la part de Puff Daddy. 3285 personnes qui ont subi ou constaté des abus. Voilà. Je ne sais pas si on voit à peu près l'ampleur du bordel, tu vois. Alors, pour continuer un petit peu là-dessus, parce que tout ce que je vous dis sort très peu dans les médias français, hein, vraiment très peu. Dans le journal du dimanche, hier, ça faisait un rectangle comme ça. Donc c'est pas beaucoup. Il y a plus de pages dans le Parisien pour le tiercé que pour cette affaire. C'est pas que j'aime pas les chevaux, mais à un moment donné, qu'ils aillent se faire foutre, les canassons. Parce que là, c'est quand même grave. 3285 personnes, je le redis. 3285 pour les Belges et les Suisses qui nous regardent. Donc, bon, c'est un peu dingo. D'autant plus que on parle quand même d'une affaire où Puff Daddy n'est pas tout seul. Vous vous en doutez. 3285 personnes. À un moment donné, ça se voit. Même si tu as une grande baie vitrée, ça fait du passage. Ça fait de la fiesta et les gens peuvent s'en rendre compte. Et le problème, c'est que on a plusieurs noms qui ont été cités dans les médias, surtout américains, de noms de personnes qui gravitaient autour de Puff Daddy. Par exemple, dans ses anciennes relations, on a évidemment des célébrités. Il faut rappeler qu'il a été en couple avec Jennifer Lopez, Naomi Campbell, la chanteuse Cassie dont on parlait. Pour ses 50 ans, pour les 50 ans de Puff Daddy,
on retrouve comme invités dans le bordel des gens comme Jay-Z, Beyoncé, Cardi B, les Kardashians, Leonardo DiCaprio, Snoop Dogg ou encore Pharrell Williams, si vous voulez. Donc, voilà un peu, une fois de plus, ce qui gravite, hein. Je vous parlais tout à l'heure de l'affaire Weinstein. C'est pareil. On est dans le gratin du gratin. C'est vraiment la partie du gratin que tu manges à la fin. Quand tu as tout mangé, tu laisses parce que c'est le meilleur. Bon, voilà, c'est pareil. Là, c'est vraiment pareil. Rappelons que certaines célébrités, parmi celles qui gravitaient autour de Puff Daddy, ont par exemple supprimé des publications d'Instagram qui parlaient de lui ou des photos avec lui ou tout ce que vous voulez. Donc, tu sens que il y a un petit peu de stress. Il y a un petit peu de stress dans cette affaire. Rappelons également que on a un avocat dans l'affaire qui a déclaré, donc ça c'est un article de Voici qui le relate, donc cet avocat, que je vous dise pas de bêtises, tac, 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 ce monsieur... Les avocats en charge de l'enquête, dont Tony Busby, ont confirmé qu'ils comptaient publier une liste de célébrités ayant participé aux soirées privées de Puff Daddy. L'avocat a déclaré « Le jour viendra où nous citerons d'autres noms que celui de Sean Combs », donc c'est Puff Daddy, et il y en a beaucoup. La liste est déjà longue, mais en raison de la nature de cette affaire, nous allons nous assurer au plus haut point que nous avons raison avant de le faire. Donc, vous avez là encore une logique de liste, comme dans l'affaire Epstein, une fois de plus. Alors, on continue, parce que vous avez des cas qui sont symboliques, si vous voulez, de jusqu'où est allé ce système. Parce que pour faire un premier arrêt, pour respirer un petit peu, les amis, ne péchons pas par naïveté. Ne péchons pas par naïveté non plus. C'est pas à chaque fois, pour revenir sur la notion d'élite ou pas élite, ces excès-là, ces abus-là arrivent dans toute la société. Maintenant, des grandes fêtes dans des villas à Miami, c'est pas le smicard de Hénin-Beaumont qui va se la payer. Donc, si on considère ce qui se passe du côté de nos élites, ne soyons pas naïfs non plus. La drogue, le sexe, les abus, le rock'n'roll, la cocaïne, le Mister Cocktail. Bon, on retrouve ça dans les élites d'à peu près tous les pays. On pourrait faire presque une émission là-dessus, sur ce réflexe humain, voire anthropologique, qui est celui qu'on pourrait résumer basiquement du toujours plus. Toujours plus de pouvoir, toujours plus de festivité, toujours plus de sensations, toujours plus de ce que vous voulez. Donc, quand vous avez l'argent, la notoriété, le pouvoir, soit les trois à la fois, soit beaucoup de l'un, enfin, vous faites le cocktail que vous voulez, il y a toujours autre chose à aller chercher. Donc, si vous voulez, ne soyons pas dupes non plus de l'existence de ce qui se passe dans tout milieu. C'est même pas une question de rappeur par rappeur. Dans le milieu du rock, dans les années 80-90, c'était pas plus joyeux en termes d'abus, de consommation de substances, de tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Là, le problème, c'est qu'on a une logique de réseau qui est, une fois de plus, marquante et qui va très vite être enterrée. J'y reviendrai à la fin de la vidéo. Et vous avez deux exemples qui sont clairs de cette dynamique de réseau, de cette dynamique qu'à mon avis, les médias, notamment français, ne vont pas trop vouloir évoquer. Vous avez l'exemple de Usher, chanteur Usher, chanson « Yeah ». Si comme moi, vous êtes né au précédent millénaire, que vous êtes un vieux finalement, bah, vous connaissez la chanson « Yeah ». Vous avez mis une casquette à l'envers là-dessus, ouais, avec des pantalons baggy comme les jeunes. Bon, hein, on fumait les Gauloises, voilà. Usher, le chanteur américain également, qui a été placé un peu sous l'aile de Puff Daddy quand il avait 16 ans, en 94. Et le problème, c'est que là aussi, il y a des choses très, très, très tendues. Usher témoignait en 2004, il y avait toujours des filles chez lui, on ouvrait une porte et on tombait sur quelqu'un en train de le faire, ou sur une orgie avec plusieurs personnes. En 2016, il déclare également, dans des bribes d'interviews qui aujourd'hui font sens, hein, si vous voulez, c'était fou, des choses très curieuses se passaient, je ne les comprenais pas forcément. Et le journaliste lui pose la question dans cette interview, emmènerais-tu tes enfants au camp Puffy Flavor Camp? C'est un nom donné à une demeure de Puff Daddy. Et Usher répond bien sûr que non. Donc on comprend déjà, si vous voulez, certaines choses. Et l'un des autres cas emblématiques, c'est Justin Bieber, que vous connaissez, la Bieber Mania, les Bieber, le nom de ses fans. Donc là, on est encore dans quelque chose d'intéressant. Justin Bieber était plus ou moins sous l'aile de Usher. C'est un peu lui qui l'a fait connaître. Et par cet intermédiaire, Bieber va rentrer en contact direct avec Puff Daddy. Et forcément, tout remonte à la surface aujourd'hui. Alors, on a un biais de confirmation qui fait qu'on a envie de se dire, bah, évidemment, tout est lié. Sauf que ça marche pas comme ça. Il faut être prudent, mais il y a quand même des séquences qui posent de sérieuses questions. Là, c'est une vidéo où vous allez voir Justin Bieber avec Puff Daddy. Bieber a environ 16 ans à ce moment-là.
les propos prennent un autre sens. Like to go? I mean, wherever you want to go. Where are we going? We just so check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go full crazy. Voilà. Donc, disons que vous connaissez, voilà, on est dubitationniste, je l'ai dit. Maintenant, faut être quand même assez clair sur le sens que prend cette vidéo aujourd'hui. D'autant plus que je réponds par avance aux anticomplotistes pas tentés qui se réveilleraient. La vidéo est sur le compte officiel de Justin Bieber. Qu'on soit bien d'accord. C'est pas une archive déterrée de je sais pas où. C'est le compte officiel de Justin Bieber, 74 millions d'abonnés. Donc c'est pas encore la chaîne Juste Milieu. Vous voyez. Donc cette vidéo est publiée par Justin Bieber lui-même. Et elle est toujours en ligne. Je ne l'ai pas enregistrée pour vous la montrer. Donc qu'on soit bien d'accord sur la réalité de ce truc-là. Et je le redis, avec la prudence nécessaire à l'aune des faits que je vous donne, on a envie de l'interpréter de cette manière-là. Maintenant, voilà, libre à chacun d'en faire son analyse, et ça n'en fait pas une vérité. Ça nous oriente quand même un petit peu. Donc Justin Bieber, on sait, était très proche de Puff Daddy. Des proches ont témoigné, c'est ressorti dans quelques articles. Justin Bieber n'aurait jamais dû être autorisé à faire la fête avec Puff Daddy ou quelqu'un d'autre quand il était adolescent. Il a été jeté dans la gueule du loup par sa mère Patty Mallette et son père Jeremy Bieber, largement absent. Donc après, on va être très clair, on va pas faire l'économie de ça. Je vais pas vous le montrer. Mais il y a des vidéos très subjectives où on pourrait deviner Justin Bieber au cours d'une soirée où on a l'impression qu'il est surpris en train de prodiguer une fellation à un mec. Je vous en dis pas plus. Si vous avez vu la vidéo, vous avez vu la vidéo. Si vous l'avez pas vu, vous l'avez pas vu. Mais on a beaucoup d'éléments qui remontent aujourd'hui sur la réalité des rapports entre Justin Bieber et Puff Daddy. Parce que de toute façon, et ça c'est avéré, il y a eu des mineurs abusés. Il y a eu des mineurs abusés, et le cas de Justin Bieber n'est pas plus ou moins grave parce qu'il est connu, il est juste symbolique dans la mesure où tout ça se faisait à ciel ouvert. Donc voilà, qu'on soit d'accord avec ce truc-là. Je le redis, la vidéo dont je viens vous parler, évidemment que je ne vais pas la montrer, mais c'est une vidéo typiquement qui remonte actuellement et qui doit être interprétée avec beaucoup de prudence, parce qu'on est en plein biais de confirmation où, parce que je vous dis ce que je viens de vous dire, on a envie de se dire, bah, évidemment, tout ça est clair. Peut-être que c'est le cas, peut-être que ça n'est pas le cas, mais si on veut réfléchir sérieusement, il faut s'éviter justement de tout faire rentrer dans la case qu'on a envie de construire. Donc, on peut passer après, il y a plusieurs choses, mais qui sont importantes par rapport à ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, il y a même des soupçons qui remontent concernant la mort de Tupac, Puff Daddy qui pourrait avoir été impliqué dans cet assassinat. On a aujourd'hui 50 Cent, donc avec la rivalité entre les deux rappeurs, rivalité historique, là, moi j'en sais rien, on m'a raconté. On a appris, donc, ce qui est quand même complètement dingue, et ça aussi, je veux revenir avec vous là-dessus, parce que c'est très symbolique en fait de ce genre d'affaires. Vous avez 50 Cent, que vous connaissez sûrement, In The Club, voilà, In The Club, qui prépare un documentaire pour Netflix sur les accusations de trafic sexuel visant Puff Daddy. Voilà. Donc c'est-à-dire, le truc est même pas réglé, qu'il y a déjà Netflix qui va faire un documentaire. On va y revenir. Donc vous avez voilà, des révélations qui reviennent, si vous voulez. 50 Cent qui s'exprimait, qui dit que les fameuses soirées Freaks Off de Puff Daddy impliquaient une consommation abondante de drogue et des relations sexuelles forcées, laissant les participants si épuisés qu'il fallait leur administrer des liquides par voie intraveineuse pour qu'ils se rétablissent. On a Eminem également qui a fait des références claires, notamment dans son nouvel album The Death of Slim Shady. Il y a des références claires où il joue sur les sonorités pour envoyer certains messages, notamment un message avec le mot violeur en anglais. Donc on a, si vous voulez, tout ça, la parole qui se libère à la fois maintenant, mais aussi auparavant où certains bruits étaient déjà présents. Donc
Les amis, on a remonté un petit peu la chronologie de manière peut-être un petit peu chiante, mais je trouve que c'est très important d'avoir tout en tête pour savoir sur quoi on se positionne, de quoi on parle concrètement et proposer des éléments d'analyse. Je le redis, c'est très important, quitte à être redondant. Ces éléments d'analyse ont du sens par rapport à moi et tout ce que je vais vous dire, ça a du sens de par le fait que c'est appuyé par des sources. Je pourrais aller plus loin, je pourrais aller vous parler de certaines choses que j'ai vues sur les réseaux, mais que je ne peux pas prouver, que je ne peux pas défendre. Donc pour moi, ça détruirait l'intérêt de ce que j'ai à vous dire. Donc quitte à être un peu froid, quitte à être pas forcément dans le gossip, des trucs vraiment vénères qu'on a pu voir sur les réseaux, je préfère avoir ces éléments-là, mais qui en disent déjà suffisamment long. Donc on va être... La principale question qui se pose, c'est pourquoi maintenant, pourquoi aussi fort? Une fois de plus, vous avez cette fameuse libération de la parole qui démontre toute la supercherie de ce genre d'affaires. En tout cas, tout on va dire la tromperie dissimulée dans le traitement médiatique de ce genre d'affaires. Parce que on va beaucoup faire la comparaison avec l'affaire Epstein et l'affaire Weinstein, vous en doutez. C'est à chaque fois la même mécanique. Vous avez la plainte de trop, la révélation de trop, le bruit de trop, qui va faire en sorte que l'affaire va être médiatisée, parce qu'on ne pourra plus la cacher, parce que ce sera trop gros, ce sera trop tout, donc on ne pourra plus la cacher médiatiquement. Il y a ce déclenchement, et il y a tout de suite un traitement qui se met en place, et que l'on peut retrouver dans les 3 affaires. On reviendra plus en détail sur l'affaire Puff Daddy, mais vraiment j'analyse le traitement médiatique qui est fait de cette affaire Puff Daddy. C'est terrible. Alors, on est sur 3 occurrences, Weinstein, Epstein et l'affaire Puff Daddy. On est sur 3 occurrences. Je pense que c'est pas trop mal en termes de statistiques. C'est pas dingo, mais c'est déjà pas mal. C'est tout le temps la même mécanique. Le déclenchement parce que le truc de trop. Le truc de trop qui oblige les médias à en parler, qui oblige la justice à s'en saisir. Les révélations qui partent dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, on relaie des trucs complètement absurdes, ce qui donne déjà des billes aux fact-checkers pour dire oui, mais vous voyez, attention, oula, il n'y a pas de prudence, il y a machin, il y a bidule. La justice qui fait plus ou moins son boulot, alors c'est pas qu'ils veulent pas le faire, mais sur l'affaire Weinstein, bon, bah, le mec croupi en prison, bon, a dégagé voie 12, on n'en parle plus. L'affaire Epstein, bon, bah, suicide dans une cellule anti-suicide, hein, ça c'est, voilà. Et sincèrement, si j'étais le naturopathe de Puff Daddy, je forcerais un petit peu plus sur l'essentiel de menthe poivrée, parce que je donne pas franchement cher de sa peau. Mais bon, ne soyons pas complotistes, évidemment. Donc, nous sommes sur des affaires où la justice passe rarement. À la limite, l'affaire Weinstein, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez, dans les 3 affaires, cette dynamique de bouc émissaire. On va être très clair. On va être très clair. Qui peut croire sérieusement que Puff Daddy a fait ça tout seul, dans le dos de tout le monde, et que tous les gens qui gravitaient autour de lui l'ignoraient. Vedette ou pas vedette, on s'en fout. 3200 personnes qui ont témoigné dans cette affaire. Je ne sais pas si on se rend compte. Le mec a quasiment copulé avec un village de l'Aveyron. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du truc. Donc, c'est tout le temps pareil. L'affaire Weinstein, c'est pareil. Le nombre d'actrices qui sont sorties du bois pour expliquer qu'elles ont entendu, elles ont subi, elles ont machin, elles ont bidule. En attendant, seul Weinstein est tombé. C'est le principe même du bouc émissaire. C'est-à-dire que un individu qui prend pour tout le monde. Et en tuant symboliquement l'individu, symboliquement ou pas, on tue l'affaire avec lui. On fait mourir l'affaire avec lui. Mais rappelons quand même que l'affaire Epstein, aujourd'hui avérée, on a retrouvé, on sait que dans son avion, surnommé le fameux Lolita Express, on sait que sur son île se sont rendus des gens comme Bill Clinton, comme Bill Gates, comme Stephen Hawking, ce qui ne fait pas d'eux des coupables, on est d'accord. Mais graviter autour d'Epstein, ce genre de personnalité, qui a eu des comptes à rendre parmi ces gens-là? Et j'en passe. Qui a eu des comptes à rendre? L'affaire Weinstein, pareil. Qui peut croire sérieusement que le mec faisait ça tout seul dans ses chambres d'hôtel? C'est pas sérieux, en fait. Donc la narration qu'on nous propose, c'est une narration pour les enfants. Et encore, je pense qu'à partir de 6 ans, on a compris que ça ne marche pas comme ça. C'est pas possible. Quand vous faites un match de foot, vous perdez 3-0. Si vous assassinez votre milieu de terrain, vous avez toujours perdu 3-0. Ça efface pas le score, en fait.
Donc là, on dirait que c'est pareil. C'est-à-dire que Puff Daddy, on va le foutre en prison, il n'y a plus d'affaires. Et DiCaprio qui était chez lui, tous ces gens-là qui ont vu, qui ont vécu les excès qu'il y avait dans ces soirées, peut-être même qu'ils s'en sont rendus coupables, ces gens-là sont toujours de ce monde, ils ne sont pas en prison. Donc il y a peut-être non-assistance à personne en danger, il y a peut-être complicité, il y a peut-être qu'eux-mêmes se sont rendus coupables d'agression sexuelle. Je veux dire, c'est quand même fou, c'est quand même fou qu'on fasse croire aux gens ce genre d'histoire, quoi. Le bouc émissaire, on le fout en tôle ou on le bute, enfin, ou il se bute tout seul, on n'est pas complotiste, et terminé, tout le monde descend. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Et l'affaire Puff Daddy prend évidemment ce chemin-là. C'est le premier parallèle qu'on peut faire. Le deuxième parallèle, si on regarde un petit peu plus en détail, on est sur une mécanique qui, pour le coup, est plus proche de celle d'Epstein, sur le côté des vidéos qui étaient réalisées comme moyen de chantage. Non pas qu'il n'y avait pas de film avec Weinstein, mais il violait des actrices justement pour faire des films. Puff Daddy et Epstein, ils font des films pendant que les gens se font violer. Donc si vous me permettez la légèreté du propos. Donc c'est pareil en fait. On retrouve une mécanique qui est pensée, qui logistiquement ne peut pas être faite par un mec tout seul. C'est pas Puff Daddy qui a branché ses petites caméras. Enfin, soyons sérieux, quoi. Donc là encore, le fonctionnement lui-même démontre un système. Et si on opère un renversement, c'est pas franchement le sujet, c'est pas la réflexion la plus intéressante, mais j'aimerais quand même rappeler que c'est ce qu'on appelle, dans les termes, du complotisme, hein, les amis. Des gens qui s'organisent entre eux pour rompre avec le fonctionnement normal d'une société, là en l'occurrence, outrepasser la loi, et qui s'organisent pour se taire et que jamais rien n'arrive aux oreilles de la justice, c'est ce qu'on appelle du complotisme. C'est ça, comploter au départ. Hein. C'est pas un gogol en chemise bleue qui fait des vidéos sur YouTube. Le sens du terme, c'est ça, le complotisme. Et là, c'est marrant, parce on comprend bien que du coup, on nous a complètement dupés en accusant de complotisme des gens qui parlaient de ce genre d'affaires. Mais bon, bref, juste pour rappeler quand même le sens du terme. Mais tout ça pour dire que voilà la réalité du terrain. La réalité du terrain, évidemment que cette affaire Puff Daddy ne valide pas toutes les affaires ou supposées affaires d'organisation au milieu de nos élites, comme ça, d'abus, de rituels, d'abus sexuels, de soirées orgiaques, d'abus pédocriminels. Évidemment, tout ça, l'affaire Puff Daddy ne justifie pas tout le reste. C'est pas parce que cette affaire est en passe d'être avérée que tout est vrai. Ça aussi, c'est une prudence à avoir, mais je le sais, vous, en bande de zinzins, en Juste Bistrot, vous êtes rigoureux là-dessus. Mais une fois de plus, quand nos anti-complotistes, qu'on adore évidemment, nous expliquent qu'il n'y a que des affreux complotistes d'extrême droite pro-Poutine pour penser que nos élites s'organisent pour outrepasser la loi dans des soirées orgiaques, dans des abus sexuels, dans des rituels, dans des recours à la drogue, bon bah ça fait quand même 3 affaires. Hein. Ça fait quand même 3 affaires. Weinstein, Epstein, Puff Daddy, c'est le même délire. C'est le même délire à chaque fois. Le gratin du gratin qui, pour certains, subit les choses, pour d'autres, en profite allègrement, et tout ça dans un silence absolu. Et quand ça sort, le bas peuple n'aurait pas le droit de dire « Attendez, vous êtes mignons, mais en fait, si nous on fait ça, on va en prison, en fait. » Et c'est toujours pareil. C'est un petit peu de la démagogie fastoche, ce que je vous fais. Mais voilà, voilà la réalité du terrain. Et on le retrouve dans des strates différentes. Je vois Stealth5 dans le chat qui le dit. C'est exactement pareil avec l'affaire Palmade. Dans une autre ampleur, évidemment, on est bien d'accord. Mais l'affaire Palmade, c'est pareil. Quelqu'un a des nouvelles de l'affaire Palmade? L'affaire Gérard Miller, quelqu'un a des nouvelles? On a plusieurs dizaines d'accusations, plus de 60 accusations d'agression sexuelle contre Gérard Miller. Elle est où Sandrine Rousseau, qui prenait des photos avec Miller? Ils sont où ses anciens collègues du média, dont il est l'un des cofondateurs? Il est où Laurent Ruquier, alors que tout le monde savait que Gérard Miller se servait, si j'ose dire, dans le public des émissions où il était chroniqueur pour aller draguer, et que certaines filles qui ont été abusées ont rencontré Miller dans les publics de Ruquier? C'est où? Il se passe quoi à ce moment-là? Qui rend des comptes? Ne serait-ce que pour témoigner, en témoin assisté, bien évidemment, mais qui rend des comptes? Et l'affaire Palmade, je vous en parle même pas. On se rappelle quand même de l'article de l'Indépendant sur l'affaire Palmade qui se posait la question de qui était présent dans la maison de Palmade le soir où il est allé acheter de la drogue et qu'il a eu cet accident-là. Qui était dans la maison? Il y a eu un seul article qui se posait la question, clairement, de
Et si c'était des fils de célébrités, notamment fils de ministres, évoquait l'Indépendant à ce moment-là. Donc, enfin, à la fois pour finir là-dessus, les amis, parce que vous avez compris l'idée, on va pas répéter 14 fois les choses, mais on est sur des mécaniques proches, avec ce recours au bouc émissaire. On comprend une fois de plus, et là, le rapprochement est plutôt entre l'affaire Weinstein et l'affaire Puff Daddy, la supercherie médiatique qu'est la question de la libération de la parole. Je dis bien dans ces élites-là, je dis bien sur le plan médiatique. Une femme abusée dans la société civile, si j'ose dire, qui libère sa parole, qui va porter plainte, qui témoigne, qui machin, c'est évidemment louable et hautement courageux. Je parle du traitement médiatique qui est fait de la question de la libération de la parole, où en fait, on se rend bien compte que c'est une libération qui se fait a posteriori et qui, pour certaines personnes, je ne dis pas pour tout le monde, se fait à partir du moment où ils sentent que ça chauffe pour eux. C'est quand même passionnant, tous ces gens qui se réveillent aujourd'hui en disant « Ah oui », et notamment des gens du showbiz, hein, je le redis. Là, pour le coup, je fais clairement une scission élite anti-élite, parce qu'on a vu avec l'affaire Epstein que quand les gens qui ne sont pas de l'élite vont témoigner qu'ils ont été abusés ou qu'ils connaissent des gens qui ont été abusés, tout le monde s'en branle. Et à part le cas de Victoria Giuffre, dont la plainte a fait du bruit, dans l'affaire Epstein, la majorité des témoignages n'ont pas été entendus et médiatisés. Donc là, pour le coup, pour moi, il y a vraiment une scission élite-non-élite. Et sur l'affaire Weinstein, c'est quand même passionnant, cette libération de la parole qui se fait au lendemain de l'affaire de trop. C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'avant, je peux comprendre bien évidemment la dynamique de la peur de témoigner, la peur de perdre son travail, la peur de tout ça, évidemment. Mais je parle de tous les gens qui n'ont pas subi, qui n'ont pas été violés, qui n'ont pas été abusés, mais qui savaient qu'ils n'ont rien dit et qui se réveillent aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire. Par exemple, lui qui est si prompt à faire des réactions, des tweets et compagnie, il est où Omar Sy à ce moment-là? Lui qui a tourné dans des films produits par la compagnie de Weinstein. Il est où à ce moment-là? Qu'il y ait des photos à côté de lui, ça à la limite on s'en fout. Tu peux être en photo à côté de quelqu'un sans tolérer ce qu'il fait. Mais tous ces acteurs qui ont tourné dans des films produits par la compagnie Weinstein, ils sont où à ce moment-là? Ils sont où les tweets de « si j'avais su » ou peut-être qu'ils ne le savaient pas, bien évidemment. Mais elles sont où les réactions? Donc c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Et l'affaire Puff Daddy, c'est la même. Vous avez aujourd'hui les célébrités qui sortent du bois qui disent « Ah oui, oui, moi en fait, je le savais, je machin, je bidule ». Et médiatiquement, aujourd'hui, j'appelle à la comparaison. Je ne dis pas que c'est l'intention des journalistes de faire passer un message, je reste prudent. Mais c'est quand même passionnant. L'affaire de l'abbé Pierre, ça couvre tout ce que vous voulez dans les médias. Libération, on a déjà fait plusieurs dizaines de pages en tout. Et l'affaire Puff Daddy, allez-y. Tiens, si vous ne savez pas quoi faire demain matin, lisez les journaux, vous allez voir. Lisez les journaux, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. 3200 témoignages, pour rappeler le nombre. Donc voilà les amis, pour finir là-dessus, ce qui me rend dingue. Et une dernière chose, une dernière réflexion, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais un truc par contre qui m'énerve au plus haut point, et je pense qui est symptomatique de ce genre d'affaires, de manière peut-être un peu plus indirecte, mais c'est la fictionnalisation de ces affaires. C'est-à-dire, vous prenez l'affaire Weinstein, on a eu un film qui s'appelle She Said. Il y a eu un film qui est sorti, je crois, l'année dernière, en 2023, qui s'appelle She Said, où ça retrace le travail des journalistes qui ont révélé l'affaire Epstein. C'est-à-dire que l'affaire n'est même pas réglée, techniquement. Weinstein n'a pas été jugé pour tous ses procès. Je crois qu'il doit être rejugé pour une demande de liberté, quelque chose comme ça. Et il y a déjà un film. C'est-à-dire que, si on résume sur l'affaire Epstein, Hollywood a couvert un détraqué sexuel, violeur multi-récidiviste, avec tout un système qui a fermé les yeux et qui savait pour certains d'entre eux, et non content d'avoir rien dit et d'être le symbole, si vous voulez, de ces élites qui couvrent ce genre de drame et de scandale, derrière, ils font un film pour faire du pognon. C'est vraiment la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Sur l'affaire Weinstein, on est au sommet du cynisme. Et là, c'est pareil. Les actrices qui sont montées comme ça, les actrices ou les acteurs, on s'en fout d'ailleurs, les gens du monde du cinéma qui sont montés au créneau en disant « Ah, mon Dieu, vous vous rendez compte, c'est pas bien, la libération de la parole, la masculinité toxique. » En fait, quand on fait du pognon sur cette affaire, qui vient dire quelque chose? Les victimes n'ont pas été indemnisées, le truc n'est pas complètement jugé, on vient déjà faire de l'argent pour fictionnaliser le truc. Comme si on le sortait du réel, et maintenant c'est sur vos écrans, donc bon, il y aura eu Spider-Man, il y a eu Weinstein, quoi. Donc ça, c'est pour l'affaire Weinstein. L'affaire Epstein, pareil.
Alors, ça n'est pas encore jugé, notamment, Epstein est mort, donc voilà, ça c'est réglé. Mais sa femme, Madame Maxwell, qui a été arrêtée, qui doit être jugée sous peu. Vous avez eu une série reportage sur Netflix. Alors pour le coup, ça n'est pas une fiction, mais vous avez déjà le reportage avec un traitement à la Netflix. C'est pour ça que je vous parle de ça. C'est pas un traitement sur, on va dire, un média assez sérieux, assez classique et tout. Vous avez Netflix qui fait une série documentaire. Et là, l'affaire Puff Daddy, genre, le mec est en prison depuis même pas 2 mois, et il y a 50 Cent qui annonce une série avec Netflix également. Je crois que c'est Netflix, hein, ce que je vous ai dit. Un documentaire pour Netflix. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Et je pense que ça, c'est l'un des grands dangers dans ces affaires, c'est la fictionnalisation. Parce que ça le sort du réel. Ça le sort du réel et on se dit, mais finalement, voilà, le rouleau compresseur de la fiction ou du documentaire est déjà passé et ça écrase le réel. Ça ne permet plus, à mon avis, c'est pour ça que tout le monde sera peut-être pas d'accord là-dessus, à mon avis, ça ne permet plus d'analyser sérieusement un scandale avec toutes ses aspérités, toutes ses complexités. Vous le faites rentrer dans un format série. Si c'est pas dans la série, c'est que c'est pas vrai. Et vraiment, je vous dis ça parce que la série reportage Netflix sur l'affaire Epstein, c'est du grand guignol. C'est du grand guignol en termes de ce qui est révélé. Bien évidemment que c'est déjà grave, mais on est à 15% de la gravité des faits. Donc, je trouve que c'est terrible. C'est terriblissime et d'une certaine manière, ça contribue à créer une version officielle. Comme souvent dans ce genre de drame, vous avez la version officielle qui deviendra indubitable. Sur l'affaire Puff Daddy, peut-être qu'un jour, les fact-checkers nous diront « Ah non, non, il y a eu le reportage Netflix, tout ce qui n'est pas dedans, c'est que c'est pas vrai. » Bon, ben voilà, terminé. Donc, c'est le fameux vu à la TV, hein, le tampon qu'on met sur les paquets de lessive. Donc, je trouve ça gravissime. Et voilà ce que je voulais vous proposer, les amis, sur cette affaire, notamment en guise de conclusion, pour rester prudent, parce que on a tout le temps le même traitement, et qui nous pousse à être beaucoup plus rigoureux dans notre analyse, comme j'ai essayé de le faire, de prendre des choses sourcées, des choses carrées, ce qui est déjà suffisamment très grave dans ce qui est dit, et surtout de ne pas nous laisser avoir dans cette mécanique comme ça, où vous allez avoir bientôt les fact-checkers qui sûrement nous expliqueront que oui, mais quand même, en fait, c'est pas dans le documentaire Netflix, donc c'est pas exactement ça. Puis les complotistes qui voient toujours de la pédocriminalité dans ce genre d'affaires, mais on la voit parce qu'il y en a. C'est toujours un petit peu la même chose, hein. Rappelez-vous, sur l'affaire Epstein, vous aviez des fact-checkers qui nous expliquaient que l'affaire Epstein a été médiatisée. C'est Quotidien, la fameuse séquence de Quotidien. C'était sur le scandale Balenciaga. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire-là, la fameuse campagne de publicité de la marque de luxe Balenciaga, qui avait fait poser des enfants dans un contexte avec des symboles qui évoquaient clairement le monde SM. Il y avait des trucs en cuir, enfin un truc mais gravissime, dégueulasse, tu vois, des enfants de 6-8 ans, un truc dégueulasse. Et Quotidien, avec l'un des journalistes, donc l'un des Playmobil en trottinette, qui avait fait une séquence là-dessus, et qui avait un raisonnement qui est symbolique de ce qui se passe. Le journaliste avait dit cette campagne contre Balenciaga a été lancée depuis les réseaux conservateurs et pro-Trump aux États-Unis. Donc déjà, premier niveau d'invalidation, hein, c'est quoi? C'est une... décrédibilisation par association, je sais plus, c'est pas décrédibilisation le terme, mais bon, vous voyez l'idée, c'est qu'on vous associe à quelqu'un de mal vu, mal considéré, à un méchant, pour devenir méchant. Voilà, c'est assez logique. Et le niveau 2, le journaliste de Quotidien nous disait, de toute façon, dans ces milieux-là, pro-Trump, machin et tout, vous avez des gens qui voient de la pédocriminalité partout. Est-ce que finalement, le fait d'en voir partout n'est pas un signe que ça les intéresse et que peut-être les pédocriminels, ce sont eux? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette séquence, mais la rhétorique, elle est basique, elle est simple, et ça se passe toujours de la même manière. Voilà, déshonneur par association. Merci pour le Cassandre dans le chat. Donc, c'est toujours la même chose. Et vous allez voir qu'avec l'affaire Puff Daddy, c'est pareil. Ils vont nous sortir l'histoire de... Puff Daddy a abusé des femmes, c'est grave, c'est machin, la justice va faire son travail, et je vous parie quasiment à l'apéro que le volet pédocriminalité sera mis à l'ombre. On dira non, mais ceux qui voient de la pédocriminalité sont des pédocriminels en puissance. Donc c'est gravissime, affaire à suivre, on y reviendra, les amis. Mais voilà ce que je voulais vous dire sur cette affaire-là, qui m'intéresse parce qu'elle est une fois de plus symbolique
de notre système médiatique quand il y a système médiatique. C'est-à-dire, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous invite à regarder ce qui se dit dans les médias français. Vraiment, on a l'impression que Puff Daddy a volé un iPhone. En termes de traitement, 3200 témoignages, je le rappelle, et pas grand-chose dans nos médias, mais c'est comme ça. Comme disait Julien Pain et la Tronchambier, si les médias n'en parlent pas, c'est que ça n'existe pas. Voilà, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal, les amis.